Du loisir, Sénèque. Il nous recommande unanimement les vices. Quand même, nous s'accomplirons aucune autre action pour notre salut. La retraite nous sera profitable en elle-même. La solitude nous rendra meilleurs. D'ailleurs, la retraite ne nous permet-elle pas de rejoindre les hommes les plus vertueux et de choisir un modèle sur lequel régler notre vie? Sans le loisir, cela n'est pas possible. Une fois qu'on a fait un choix, on ne peut s'y tenir que dans la mesure où personne ne vient en travers pour infléchir dans une autre direction, avec l'aide de la foule. Une décision encore mal assurée. C'est alors que nous pouvons donner à la vie un cours uniforme et constant, au milieu de lui faire prendre les directions les plus diverses. Car parmi tous nos maux, le pire est que nous changeons même de vice. Ainsi, n'avons-nous pas même la chance de persévérer dans un mal qui nous soit déjà familier? Nous passons de l'un à l'autre et souffrons non seulement des erreurs de notre jugement, mais aussi de ses caprices. Nous flottons dans l'indécision en prenant un objet après l'autre, nous délaissons celui que nous avons recherché, nous recherchons celui que nous avons délaissé. C'est un va-et-vient entre désir et repentir. Nous sommes en effet totalement dépendants de l'opinion d'autrui. Le meilleur à nos yeux est toujours ce que recherche et vante la majorité. Non, ce qui doit être recherché et vanté. Nous n'estimons pas une route bonne ou mauvaise en soi, mais d'après la multitude des traces de pas dont aucune n'est dirigée dans le sens du retour. Tu vas me dire, que fais-tu, Sénèque? Tu lâches ton parti? Ce sont bien vos stoïciens qui déclarent jusqu'à la dernière minute de notre vie, nous restons actifs, nous ne cesserons de prêter notre concours à la communauté, d'aider les particuliers, de venir au secours de nos ennemis et même d'employer toute notre énergie à faire de notre mieux. C'est nous qui sommes sur la brèche à tout âge, et comme le dit cet excellent guerrier, nous écraserons nos cheveux blonds sous le casque. Chez nous, on est si loin de se reposer en attendant la mort qu'au moment même de la mort, on ne se repose encore pas. Que viens-tu nous donner les mots d'ordre d'Épicure au beau milieu du camp de Zénon? Si tu es las de ton patrie, pourquoi ne pas avoir le courage de déserter au lieu de trahir? Voici ce que je me bornerai à te répondre pour l'instant. Me demanderais-tu plus de ressembler à mes chefs? Qu'est-ce à dire? J'irai non pas où ils m'ont envoyé, mais où ils m'ont conduit. À présent, je vais te prouver que je ne m'éloigne nullement des préceptes des stoïciens, puisqu'eux-mêmes ne sont pas éloignés. Quoi qu'il en soit, je serais très excusable si je me contentais de suivre leur exemple, en laissant de côté leurs préceptes. Ma démonstration se divisera en deux parties. Premièrement, on peut, dès son plus jeune âge, s'adonner tout entier à la contemplation de la vérité, chercher une règle de vie et de mettre en pratique dans la solitude. Deuxièmement, un soldat d'âge avancé qui a fini son temps de service peut agir ainsi en toute légitimité et passer le flambeau à d'autres, à la manière des Vestales qui ont une fonction différente pour chaque partie de leur vie, puisqu'elles apprennent à célébrer le culte, puis une fois qu'elles l'ont appris, l'enseignent à leur tour. Je vais te montrer que cette position est aussi celle des stoïciens. Non que je me sois fait une loi de ne jamais contredire Zénon ou Chrysippe, mais sur le fond même de cette question, je partage leur opinion. Suivre toujours l'avis d'un seul, c'est appartenir non pas à un sénat, mais à une faction. Plus au ciel que nous puissions posséder la science universelle, avoir de la vérité une connaissance claire et incontestable, et ne rien changer à nos sentences. En fait, nous cherchons la vérité en compagnie de ceux-là, même qui nous l'enseignent. Sur ce point encore, l'épicurisme et le stoïcisme sont en profond désaccord. Mais chacune des deux doctrines mène au loisir par un chemin différent. Épicure dit « Le sage ne se mêlera pas de politique, à moins d'un événement exceptionnel. » Zénon, de son côté, il s'occupera de politique, à moins d'un empêchement. L'un aspire au loisir par principe, l'autre par exception. Mais cette exception
peut prendre de formes. Si l'État est trop corrompu pour être secouru, s'il disparaît sous l'accumulation des maux, le sage ne se donnera pas de mal pour rien et ne se sacrifiera pas inutilement. Si son crédit ou sa force ne sont pas suffisants pour que le monde politique l'admette en son sein, si sa mauvaise santé lui crée des difficultés, de même qu'il ne mettra pas à la mer un navire endommagé, de même qu'il ne s'enrôlerait pas en étant estropié, de même il ne s'engagera pas sur un chemin où il saura ne pas pouvoir marcher. Ainsi peut-on, quand on n'a encore choisi aucune voie, et avant d'avoir affronté aucune tempête, rester à l'abri, se consacrer tout de suite à devenir un homme de bien, et mener une vie de loisir absolu en cultivant les vertus qui peuvent se pratiquer jusque dans l'absence de toute autre occupation. Le devoir de l'homme, c'est être utile aux hommes, à beaucoup si possible, sinon à quelques-uns, sinon à ses proches, sinon à soi-même. En effet, quand on se rend utile aux autres, on sert la communauté. En s'avilissant, on n'est pas seulement nuisible à soi-même, mais aussi à tous ceux auxquels on s'améliorant. On aurait pu rendre service. À l'inverse, quand on est bienfaisant envers soi-même, on est utile aux autres. En ceci, quand on se met en étant de leur être utile. Représentons-nous deux républiques. L'une de grandes dimensions est vraiment publique, englobe les dieux et les hommes. Nos yeux n'y restent pas fixés sur tel ou tel coin, mais ne trouvent les limites de notre cité qu'en suivant le parcours du soleil. L'autre qui nous a été imposé à la naissance, qu'il s'agisse d'Athènes, de Carthage ou de n'importe quelle autre ville, n'est pas celle que tous les hommes, mais d'un certain nombre seulement. Les uns s'occupent des deux républiques à la fois, la grande et la petite, les autres de la petite seulement, d'autres de la grande uniquement. Cette grande république, nous pouvons le servir même sans avoir aucune activité. D'ailleurs, il est peut-être préférable de n'avoir pas d'activité pour réfléchir à des questions comme celle-ci. Qu'est-ce que la nature? Quelle une ou multiple? La vertu est-elle un bien inné ou acquis? Est-il unique, ce corps qui referme les terres et les mers, et tout ce qui contient la terre et la mer? Ou bien, la divinité en a-t-elle semé beaucoup d'autres semblables à travers l'espace? La matière qui donne naissance à toute elle, compacte et formée d'une seule pièce, ou bien morcelée et pleine de trous. Où la divinité réside-t-elle? Contemple-t-elle son ouvrage ou y travaille-t-elle? L'entoure-t-elle extérieurement ou se trouve-t-elle dans chacune de ses parcelles? L'univers est-il immortel ou fait-il partie des objets périssables et éphémères? Or, quel service rend-on à la divinité en se livrant à ses contemplations? Celui de ne pas laisser sans témoin une œuvre de cette importance. Nous disons souvent que le souverain bien consiste à vivre selon la nature. Eh bien, la nature nous est engendrée, tout à la fois pour la contempler et pour l'action. Venons maintenant à la démonstration de notre première affirmation. Mais quoi la démonstration ne sera-t-elle pas faite si chacun examine en soi la passion avec laquelle il cherche à connaître ce qu'il ignore et l'intérêt qu'éveille en lui le moindre compte? Certains s'embarqueront pour de très longs périples, où ils supportent des épreuves dont ils s'estiment payés, s'ils découvrent un endroit resté jusqu'alors inconnu. C'est le même aiguillon qui rassemble les foules au spectacle, qui pousse à enfreindre les interdits, à fouiller dans les secrets, à faire des recherches historiques, à écouter les récits consacrés aux mœurs des barbares. La nature nous a pourvus d'un esprit curieux, consciente de son talent et de sa beauté. Elle nous a engendrés pour que nous soyons les témoins d'un si merveilleux spectacle. Elle aurait en effet perdu le fruit de sa peine si elle n'avait donné le jour à des créations aussi majestueuses, aussi éclatantes, aussi finement exécutées, aussi élégantes, aussi diverses dans leur beauté que pour les montrer au désert. Pour comprendre qu'elle a voulu être l'objet d'une contemplation et non d'un simple coup d'œil, tu n'as qu'à voir quelle place qu'elle nous a assignée. Elle nous a établis en son centre afin de nous offrir une vue panoramique. Elle ne s'est d'ailleurs pas contentée de mettre l'homme debout,
mais pour lui permettre de jouir du spectacle sans aucune difficulté en suivant la course des astres, de leur lever à leur coucher et en tournant le visage en même temps que tourne l'univers. Elle lui a donné une tête orientée vers le ciel et pesée sur un cou flexible. Ensuite, en faisant défiler les signes du zodiaque au nombre de 6 par jour et de 6 par nuit, elle a déployé l'un après l'autre chacune de ses parties, afin que la vue des mystères qu'elle dévoile lui donne envie de découvrir les autres. En effet, les objets en sont en réalité plus nombreux et plus grands que nous les voyons. Notre regard se ferait cependant une piste pour repentir en quête du vrai dont il pose les fondements. Ainsi, nous pouvons passer de l'évident à l'obscur, et trouver un monde plus ancien que de Firmament lui-même. Nous découvrons alors l'origine de ces astres, l'état de l'univers avant que le tout ne se dévissât en de multiples parcelles. Le principe qui présida à l'organisation de cette messe confuse et qui assigna sa place à chaque élément, si c'est leur nature propre qui fit descendre les corps lourds et s'élever les corps légers, ou si, outre leur force ascensionnelle et leur poids, il y eut une force supérieure pour dicter à chacun de sa loi. S'il est vrai enfin, ce qui serait la meilleure preuve à l'origine divine de l'âme humaine, que des particules d'astres, des étincelles, pour ainsi dire, se soient précipitées sur la terre et fixées sur un lieu qui leur était étranger. Notre réflexion renverse les remparts du ciel, car elle ne se contente pas de connaître ce qu'il lui a donné à voir. Je sonde, dit-elle, les régions qui s'entendent au-dessus de la voûte céleste. Est-ce un désert sans fin, ou bien ce monde est-il lui aussi limité? Quel est l'aspect de cet au-delà? Est-ce que le chaos ou bien grâce à des dimensions égales dans tous les sens? Est-il aussi organisé selon une harmonieuse disposition? Ce monde est-il attenant au nôtre ou bien est-il éloigné et laisse-t-il notre rouler dans le vide? Sont des atomes qui forment les objets présents et à venir? Ou bien leurs corps sont-ils constitués d'une manière compacte qui ne pourra se transformer qu'en totalité? Les éléments s'opposent-ils entre eux, ou bien sont pour autant sans combattre? Prennent-ils chemins différents pour arriver en fait au même but? L'être né, pour ses recherches, ne dispose, comme tu peux le constater, que de bien peu de temps, même s'il en préserve jalousement l'intégralité. Dût-il ne s'en rien laisser ravir par complaisance, non rien laisser échapper par négligence? Dût-il veillir sur ses heures comme un avare sur son trésor, y parvenir en termes extérieurs de l'existence humaine sans que la fortune s'attaque à aucun des dons qu'il lui a dispensés de nature? Il est homme malgré tout, et reste trop mortel pour connaître l'immortel. Je vis donc selon la nature. Si je me donne à elle tout entier, je me fais sans admirateur et sans adorateur. Or la nature a voulu que je me consacre à la fois à l'action et à la contemplation. Je me consacre du fait à l'une et à l'autre, puisque tout aussi bien la contemplation ne peut même pas exister sans l'action. Mais, diras-tu, l'essentiel est de savoir si l'on se livre à cet état pour le plaisir, sans rien admettre qu'une contemplation permanente et sans fin, car il est plein de douceur et d'attrait. Objection à laquelle je répondrai ainsi. Il est aussi essentiel de savoir dans quel état d'esprit on mène une vie publique. S'agit-il d'être dans un tourbillon permanent et de ne jamais se réserver un seul instant pour détourner nos yeux du monde humain et lever vers le divin? Chercher à obtenir des biens matériels sans aimer la vertu ni cultiver son esprit et se limiter à une activité pure et dure, cela ne mérite pas d'être approuvé, car il faut entre ces différents domaines union et interprétation. De même, un bien incomplet de faible secours qu'une vertu qui reste vautrée dans le loisir, sans rien faire et sans jamais communiquer ce qu'elle a appris. Qui peut nier qu'elle doive mettre ses progrès à l'épreuve de la pratique et de ne pas se contenter de méditer sur ce qu'il faut faire, mais parfois aussi s'exercer sur le terrain et mettre ses théories en application? Et si
si l'obstacle ne vient pas du sage lui-même, si ce n'est pas le bras qui lui fait défaut, mais l'ouvrage, ne lui accorderas-tu pas alors de rester seul avec lui-même? Dans quel esprit le sage retire-t-il pour se consacrer au loisir, avec la certitude que ce genre de vie aussi lui permettra d'agir au service de la postérité? Nous n'hésitons pas en tout cas à affirmer que Zénon comme Chrysippe ont accompli de plus grands exploits que s'ils avaient commandé des armées, exercé des magistratures, rédigé des lois. Ils en ont d'ailleurs rédigé, non pour un seul État, mais pour le genre humain tout entier. Comment le loisir dans ces conditions ne conviendrait-il pas aux sages, puisqu'il permet d'organiser les siècles à venir et de s'adresser non pas à une poignée d'hommes, mais à tous les hommes du présent et futur, mais le monde entier, dans le monde entier. En somme, je te demande si Cléante, Chrysippe et Zénon ont vécu selon leurs principes. Tu me répondras sans doute que ces grands hommes ont vécu comme s'ils avaient qu'il faut vivre. Et pourtant, aucun d'eux n'eut de charge officielle. Ils n'eurent, me diras-tu, ni la situation, ni le rang qui, généralement, ouvre les portes de la carrière. Offre de la carrière politiquement. Qui, généralement, ouvre les portes du cas politique. Ils n'en ont pas, pour autant, mené une vie si de paresseux. N'ont-ils pas trouvé moyen de rendre le repos du sage plus utile à l'humanité que l'agitation fiévreuse des autres? Aussi nous semble-t-il avoir été très actif, quoiqu'il n'ait jamais eu d'activité publique. Par ailleurs, il existe 3 genres de vie parmi lesquels on cherche habituellement à déterminer le meilleur. Le premier est consacré au plaisir, le deuxième à la contemplation, le troisième à l'action. Tout d'abord, oublions la polémique et cette haine implacable que nous avons vouée aux tenants des écoles adverses. Et voyons si toute cette doctrine, sous des étiquettes aussi variées et non pas la même finalité. Le partisan du plaisir ne refuse pas la contemplation. Celui qui s'est voué à la contemplation n'ignore pas non plus le plaisir. Et, dans la vie et décidé à l'action, ne rejette pas davantage la contemplation. La différence est de taille, me diras-tu, entre le but qu'on s'est fixé à un intérêt qui vient accessoirement s'y greffer. Certes, la différence est importante. Néanmoins, l'un n'existe pas sans l'autre. Le contemplatif ne peut se passer de l'action. L'homme actif ne peut se priver de la contemplation. Quant au troisième, sur laquelle nous prenons le même jugement, négatif, il ne prône pas un plaisir paresseux, mais un plaisir auquel le travail de la raison donne des bases solides. Ainsi, les sectateurs du plaisir eux-mêmes sont inscrits dans l'action. Et pourquoi pas? Quand Épicure en personne déclare que parfois il s'écartera du plaisir et ira jusqu'à chercher la douleur, si la menace du repentir pèse sur son plaisir, s'il doit subir une douleur légère pour en éviter une plus grave, où veux-tu en venir? À te montrer que la contemplation intervient dans toutes les doctrines, d'autres en font leur idéal, pour nous, c'est une escale, et non le port. Ajoute encore que les préceptes de Chrysippe autorisent de vivre dans le loisir. Je ne dis pas un loisir passif, mais un loisir résolument choisi. Les philosophes de notre école affirment que le sage ne doit pas participer à toute forme de république. Mais qu'importe la manière dont le sage arrive au loisir. Que ce soit la république qui leur fasse défaut ou l'inverse. Si la république doit de toute façon nous faire défaut, or, elle fera toujours défaut à qui se montrera scrupuleux. À quelle république le sage pourra-t-il participer, je te le demande? Celle d'Athènes qui condamne Socrate, que fuit Aristote, pour ne pas avoir subir le même sort et dans laquelle l'envie écrase la vertu? Tu m'accorderas que le sage ne pourra prêter son concours à une république comme celle-là. Le prêtera-t-il plutôt à celle de Carthage, où la guerre civile est une institution, où la liberté se retourne contre tous les gens de bien, où la justice et la vertu n'ont pas la même moindre valeur, où l'ennemi est traité avec une cruauté inhumaine, où l'on s'acharne même contre son concitoyen? Non, il la fuira tout autant. Si je veux tous les passer en revue, je n'en trouverai pas une qui puisse s'accommoder du sage, ou dont le sage puisse s'accommoder. Si elle est introuvable, cette république, telle que nous l'imaginons, le loisir
s'impose alors pour tous, puisque la seule chose qu'on eût pu lui préférer ne se trouve nulle part. Si l'on vante les bienfaits insurpassables des voyages en mer pour déclarer ensuite qu'il ne faut pas partir sur une mer où les naufrages sont fréquents et où des tempêtes subites font souvent délivrer le pilote, on m'interdit, je crois, de lever l'ancre tout en faisant l'éloge de la navigation.